Salut la team épicée, c'est Anthony Alimi. Je vous retrouve pour ce 7ème épisode de Talkin' Moutarde. Ici, on prend la suite de la discussion que j'avais eue avec Marguerite Dontanville autour de la question « Faut-il corriger les attentes des patients ?» Comment formuler le fait qu'on n'ait pas envie de pratiquer une technique avec le patient ? Comment faire si le patient ne croit pas à la science et que l'on souhaite s'appuyer sur des études pour dialoguer ? Sur quels critères déterminez-vous que les croyances sont limitantes pour un patient ? Comment faire si le patient a vécu une expérience positive à court terme avec un traitement peu utile ? On répond à ces questions et on se paye même le luxe de parler du biais de familiarité et des attentes positives. Bonne écoute. Talkin' Moutarde. La kiné épicée. On a une question sur Twitch que je te lis. Il y en a une sur Insta, une sur Twitch. Donc sur Twitch, c'est Novel Drake qui nous demande si on ne souhaite pas pratiquer une technique, exemple massage, pour des raisons de préférence de pratique. Comment le formuler sans fâcher le patient ? Et C'est difficile, hein. Mais regarde, l'exemple que tu viens de donner avec la patiente où c'est monté en tête d'épingle. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vécu ça aussi en mode ben non, moi praticien, je ne veux pas faire ça parce que je considère que c'est pas la meilleure option pour vous. J'ai aussi un choix libre et éclairé de mes pratiques. Et c'est comme ça que ça peut monter très très vite et on peut se prendre la tête avec des patients. Franchement, moi, elle m'est aussi arrivée, hein, cette situation déjà de monter un peu. Ah, mais de toute façon, vous voulez pas. moi, ça m'est arrivé une fois un peu désagréable, mais ça s'est bien passé. Mais du coup, c'était désagréable pour moi. C'était genre, j'ai expliqué au patient, je dis, bah écoutez, j'ai l'impression que vous et moi, on voit vraiment pas le corps de la même manière. Et donc, je pense que ça va être compliqué qu'on bosse ensemble. Donc, je vais vous orienter vers un autre thérapeute. Et du coup, le patient a compris, oui, je comprends que vous ne soyez pas aussi bon pour vous occuper de patients qui sont sportifs comme moi et ce genre de choses. Bon, ça s'est bien passé pour lui, du coup. Moi, je me suis senti sali parce que c'est pas que je suis mauvais, c'est que juste, j'ai une conception du corps qui est différente. Et entre ce qu'il t'a dit et ce qu'il pensait, peut-être qu'il a juste cherché à te blesser. Ouais, et du coup, par contre, il y a des fois où en fait, j'ai juste dit simplement, bah écoutez, je vois que vous voulez ça et je comprends, donc on peut l'essayer, mais vraiment, moi, je suis pas à l'aise avec ce traitement. Et du coup, je pense qu'il y a des kinésithérapeutes qui font ça bien mieux que moi parce qu'ils aiment beaucoup ce genre de traitement. Et en fait, on a une large palette d'outils. Donc, voilà les outils que moi, je maîtrise le mieux. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ceci ? Ou sinon, si vous voulez les autres outils-là, bah, peut-être qu'éventuellement, vous pourriez aller voir ce thérapeute-là que je sais est bien plus compétent que moi. Après, je ne vous mets pas dehors. Vraiment, si vous voulez qu'on essaye ça ici, on peut essayer, mais vraiment, je ne suis pas à l'aise avec cet outil-là. Et du coup, Valdrek, est-ce que c'est quelque chose, tu penses, qui pourrait répondre à ton besoin ? Comment le formuler au patient sans le fâcher ? Tu parles à la personne qui a posé la question. Hein. Exactement. Oui, réorienter vers un confrère ou une consoeur. De toute façon, légalement, on n'a pas d'obligation de soins hein, si on est vraiment en désaccord, que ce soit sur la technique ou que ce soit, par exemple, je sais pas, un patient ou une patiente qui va formuler des idées avec lesquelles on est tout à fait en désaccord. J'en sais rien, qui se met à parler religion, politique, des trucs vraiment on veut pas du tout, par exemple. On n'est pas dans l'obligation de le prendre en soin. La seule obligation qu'on a, c'est de le réorienter si on ne souhaite pas le faire. Si je me souviens bien, on doit donner 3 noms. Il y a une obligation de continuité des soins quand même. C'est-à-dire continuité des soins, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le réoriente vers un kiné et il faut que ce soit réaliste, on va dire. Donc, du coup, bien sûr, oui, ça dépend. Si on bosse en milieu très très rural et qu'il n'y a que nous à 40 km à la ronde, c'est peut-être un petit peu différent. Et on sait très bien que la pratique du kiné dans une zone très très rurale, elle est différente du kiné en ville. Là, par exemple, Anthony comme moi, on bosse plutôt en aire urbaine, donc on ne s'est pas posé cette question, mais bien sûr, c'est nécessaire. Il y a 2 questions sur Instagram, si je ne m'abuse. Il y en a une qu'on n'a pas traitée de Jeanne. Comment conseillez-vous d'aborder la communication dans les cas où on est face à des patients très défiants par rapport à la science, anti-vax, anti-médoc, etc., et qu'on souhaite s'appuyer sur des études pour dialoguer ? Oui, très bonne question, Jeanne. Est-ce que tu souhaites donner des éléments de réponse, Anthony ? Oui, c'est simple. Tu t'imposes un handicap, là. Pourquoi tu veux utiliser des études si la personne, elle ne croit pas à la science ? Utilise pas des études, utilise son expérience. Il n'y a pas qu'un seul argument qui peut convaincre les personnes. Si la personne, elle est du genre à se croire ce qu'elle voit, son expérience personnelle et tout ça, bah pars sur ça, en fait. C'est avec ça que tu auras le plus d'outils. De la même manière que moi, tu auras du mal à me convaincre par mon expérience personnelle. Donc, il faudra plutôt me parler d'études. Il y a des patients, genre, moi je me souviens, j'ai un patient une fois, il me disait que l'homéopathie existait. Et donc, il me demandait ce que je pensais de l'homéopathie et que ça marchait bien. Et du coup, en vrai, genre, je lui ai sorti les arguments des études et tout ça parce que, bah, du coup, c'était juste parce qu'il me demandait mon avis.
Mais en vrai, je lui ai posé des questions. Après, pourquoi lui, il croyait que l'homéopathie existait? Il m'a expliqué qu'il pensait que l'homéopathie, ça marchait bien parce que il avait fait des analyses de terrain dans des vignes. Il avait vu que dans les vignes qui étaient élevées en biodynamie, il y avait plus de racines dans la terre. Évidemment que lui, ça sert à rien de lui balancer les études. Lui, ça aurait été plus intéressant de lui discuter avec lui, qu'est-ce qu'il pense que ça veut dire qu'il y a plus de racines dans la terre. Et là, pour le coup, c'est très facile. Pourquoi il y a plus de racines dans la terre? C'est parce que le rendement en biodynamie est tellement mauvais, il est tellement pourri, que forcément, ça épuise moins les sols, et donc du coup, il y a plus de racines qui peuvent pousser. Donc, Tu comptes un peu aux croyances là quand même, hein, excuse-moi. Hein. je l'aurais pas dit comme ça, tu vois. Mais l'idée, c'est que du coup, en fait, il aurait fallu parler de la biodynamie avec lui pour en parler. Et donc, du coup, ne te mets pas un boulet. Dis pas comment je lui ai fait pour parler des études s'il y croit pas. Lui parle pas des études, parle-lui d'autres choses. Il y a plein d'autres Et manières de au-delà des personnes sceptiques, là on était sur le cas de quelqu'un qui était quand même vraiment sceptique par rapport à la science, voire anti-vax, qui nous sort une grosse défiance, etc. C'est vrai que quand on est sensibilisé à la pratique evidence-based et qu'on a quand même en tête 2-3 résultats de littérature, qu'on s'est renseigné, qu'on a pris du temps pour lire des articles, pour faire des formations, etc., on a envie de dire « Ah oui, j'ai lu dans telle étude que, la littérature scientifique dit que, les scientifiques s'accordent à, etc. » Mais des fois, c'est vrai que c'est un peu décourageant de voir à quel point on dit « Ah oui, j'ai fait ce traitement-là sur une autre patiente qui vous ressemblait et ça a super bien marché, donc je pense que vraiment ça va le faire. » À quel point les patients sont convaincus parfois par notre expérience clinique. Ah oui, la dame, elle avait comme moi et vous l'avez soignée. Ah, mais c'est super, je veux ça. Et à quel point parfois les études, même chez des gens qui ne sont pas expressément défiants, il y a des gens à qui ça va très bien parler et des gens à qui ça ne va pas du tout parler. Et en tout cas, moi, là, pour le coup, vraiment de mon expérience, il y a quand même une forte corrélation avec quelles sont les conditions socio-professionnelles et socio-économiques des gens. Quand c'est des personnes qui sont des cadres sup, des professions intermédiaires et plus entre guillemets, et des personnes qui sont déjà un peu sensibilisées à qu'est-ce que c'est finalement la méthode scientifique et la littérature scientifique, ça fonctionne beaucoup mieux. Je me souviens d'une personne que j'avais qui était professeure de physique, je lui parlais dans telle étude, j'ai vu ça, c'était hyper cohérent pour elle parce qu'on parlait la même langue. Alors que pour la personne qui n'est pas du tout issue du milieu scientifique et qui, pour le coup, est dans une profession beaucoup plus, par exemple, manuelle, artisanale et qui n'est pas du tout dans ce monde-là, sans jugement de valeur, juste, c'est pas son métier. Parler d'expérience et de j'ai déjà fait ça, ça a fonctionné. Moi, je pense que pour le coup, franchement, de l'expérience que j'ai, ça fonctionne beaucoup mieux. Du coup, et moi, je me souviens, j'utilise beaucoup plus, par exemple, de biomécanique avec des ingénieurs, parce que c'est un des bons arguments. Mais par contre, la biomécanique evidence-based, pas la biomécanique, j'ai tracé des vecteurs sur un schéma d'anatomie. On a des champions du troll sur Twitch. Il y a Lucille qui a dit à Jeanne, remplacer une étude dit par « T'inquiète, frère ». Il y en a un qui a dit, parce qu'il travaillait à une chambre d'agriculture, elle a fait appel à un géobiologue, en parlant du patient dont je parlais. Donc, on a la communauté qu'on mérite à Skip, hein. Je sais pas si tu sais, c'est en rapport avec G. Milgram, là, il a fait une enquête incroyable où, du coup, on s'est rendu compte que dans les chambres d'agriculture, financées par l'État, financées par les collectivités territoriales, il me semble, où ils finançaient des formations en géobiologie, où il y avait du ciment qui était fait... Enfin bref, c'est une catastrophe. Oui, là, par contre, il y a une vraie question. Est-ce qu'il faut modifier les croyances des personnalités publiques et politiques qui font n'importe quoi avec l'argent public? Oui. Je le pense très sincèrement, parce que ça, c'est un vrai problème quand même là. Les lobbies de la biodynamie, bon bref, on peut en parler longtemps, mais ça, c'est un vrai souci. Alors, du coup, je réponds à la question de Rob. Est-ce qu'il existe un équivalent du Back Belief Questionnaire pour d'autres douleurs typiques, genre les cervicalgies, tout ça? Je sais pas. C'était la réponse la plus rapide et la plus courte. Okay. J'en connais pas. Donc, c'est probablement qu'il n'en existe pas, mais c'est possible que je connaisse pas sur le sujet. Ou en tout cas, des trucs qui n'ont pas été aussi bien évalués. Il y a Jimmy qui nous pose la question sur quels critères vous dites que les croyances sont limitantes pour un patient. Et Jimmy nous a remercié, donc merci Jimmy d'être là. Merci. Que les croyances sont limitantes pour un patient. On parlait tout à l'heure de la perte de chance. C'est extrêmement subjectif parce que nous, on va considérer que c'est limitant parce que peut-être ça va lui demander plus de séances pour s'améliorer dans le sens où soit on va essayer de déconstruire ensemble, du coup, pas le confronter, mais en reparler, le questionner et tout. Ça va prendre plus de séances. Ça va repousser d'autant les exercices ou les méthodes qu'on va pouvoir lui donner, donc peut-être sa guérison ou l'amélioration de ses symptômes. Là, à ce titre, on peut considérer en tant que professionnel que les croyances, elles vont être limitantes pour l'amélioration de sa situation vis-à-vis du traitement qu'on pense être le meilleur. Mais
par définition, une croyance fait partie de nous, donc soi-même, on considérera jamais que sa croyance est limitante, à part si vraiment c'est une phobie ou un truc très bloquant. Et là, je sais pas si c'est une croyance, c'est peut-être plutôt autre chose, quoi. Mais Une distorsion cognitive aussi. Hein. la croyance, elle nécessite d'être un peu extérieure. Ou alors une croyance qui est purement personnelle, religieuse, etc. C'est encore autre chose, mais ça n'implique pas le soin, ou pas à ma connaissance en tout cas. Donc pour moi, c'est très extérieur et très subjectif. Et à titre personnel, je le définis comme ça va m'empêcher de proposer au patient ou qu'il fasse ce que je lui propose en termes d'exercice, en termes de traitement, sachant que je présuppose que ça va permettre son amélioration. Voilà comment je le vois. Ouais. Bah écoute, je pense la même chose que toi, en reformulant peut-être en disant que c'est des choses qui font que les traitements qui sont positifs pour le patient, donc des traitements qui ont des chances d'avoir des bons résultats des études, ces croyances qui font que pour ces traitements-là, le patient va avoir des attentes négatives. Dans ce cas-là, c'est une croyance qui est limitante, parce que l'attente négative, Oui, il y a une fondation. elle va empêcher le patient de faire une thérapie qui fonctionne. Donc s'il y a d'autres thérapies qui existent et qui peuvent fonctionner pour le patient, bah écoute, c'est pas grave, là on va pas s'occuper de cette croyance limite, parce qu'elle sera pas limitante en soi, vu qu'il y a d'autres stratégies. Ouais. Mais s'il n'existe pas d'autres stratégies, voilà, bah du coup, ça va pas être terrible. Ou même un autre truc, c'est que la plupart des traitements, ils fonctionnent parce qu'ils vont changer le Pain Self-Efficacy Questionnaire. C'est le questionnaire d'auto-efficacité à la douleur, où en gros les gens ils disent je peux faire les choses malgré la douleur. Si les gens ils ont des croyances qui font que derrière ils pensent qu'ils vont pas pouvoir faire les choses malgré la douleur, on sait que le pronostic à long terme il est moins bon, il est pourri. Et donc là on est dans une croyance limitante. Et par exemple ça va être une croyance que si j'ai mal c'est parce que mes muscles sont contractés. Là on est dans une croyance limitante, parce que du coup les gens ils vont croire que s'ils font des exercices, ça va augmenter la contraction des muscles. Et donc, du coup, quand ils ont mal, il ne faut pas faire d'exercice. Donc, du coup, là, clairement, on est dans un truc qui va les empêcher de s'améliorer. On a une question de Lucas. Dur d'être en contradiction avec les patients quand on est le seul kiné à des kilomètres à la ronde. Ouais, on en parlait tout à l'heure. On se fait aux attentes des patients. On fait notre chemin selon nos croyances, point d'interrogation. Et effectivement, vis-à-vis, en tout cas, des obligations légales, là dont on parlait de continuité des soins, Lucas, tout à fait, si tu étais là tout à l'heure. Ça questionne quand on est le seul kiné ou que le seul autre kiné qui est là prend plus de nouveaux patients ou qu'il a une spécificité d'exercice, par exemple. On fait avec ce qu'on a. Tu as quand même obligation, évidemment, de recevoir la personne et d'essayer de la réorienter si ça fonctionne pas, bien sûr. Dans la mesure du possible, peut-être qu'on doit être un peu plus souple quand on est la seule personne proche des patients. Après, le but n'est pas non plus d'aller complètement en contradiction et de revenir vers ce dont on parlait en début de live. Le patient décide du traitement qu'il a envie qu'on lui fasse, quoi. C'est pas non plus du tout l'orientation. Et le kinésithérapeute, de toute façon, donne son avis et fait ses choix. Le patient n'a pas à aller à l'encontre de tes choix. Mais vis-à-vis des attentes et des croyances, évidemment, faut dealer un peu différemment que quand tu peux le confier à un confrère. Parce qu'il y a beaucoup de confrères et de consoeurs à la ronde, quoi. Ça, c'est sûr. Je me suis dit, il n'y avait pas de raison que je sois le seul à être perturbé par les commentaires des trolls de Twitch. Donc, je les ai remis en plein sur... tu pourras les lire aussi. Moi, pas du tout. C'est vraiment en 7 taille sur mon écran Insta, donc absolument pas. Mais ça tombe bien, comme ça, je peux répondre aux questions des gens, moi. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est parce qu'on a aussi des bonnes questions quand même aussi. Mais on a des bonnes questions. Concentre-toi un peu, là. Pour répondre à la question de Lucas, du coup, dur d'être en contradiction avec les patients. Je vais d'aller dans la smoule toute seule avec Lucas, parce que Lucas, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est difficile. Et c'est notamment plus difficile quand on se dit je laisse le patient et qu'après il n'y a personne pour le récupérer et que du coup il reste tout seul avec ses croyances. C'est très difficile de dire non. C'est quand même d'autant plus dur que nous on n'a pas l'expérience. Enfin je veux dire, moi j'ai pas travaillé en milieu rural, donc je peux que supposer de ce qui pourrait être efficace ou pas. Et donc moi j'ai envie de te dire que peut-être que tu pourrais contacter des thérapeutes qui sont dans la même galère que toi pour voir comment eux ils s'en sortent. Moi j'aurais vraiment envie de dire écoutez, voilà ce que vous avez comme problème, voilà les options que j'ai pour traiter ça, quelles sont les options qui vous semblent les plus pertinentes. Et dans ce cas-là, effectivement, tu sais que du coup le patient il va choisir le truc qui est le plus en accord avec ses croyances, même si c'est pas terrible. Et dans l'autre sens, une remarque par contre qu'on entend souvent de la part de patients qu'on a ou de personnes de nos proches et tout, c'est le côté moi j'ai besoin de soins, j'ai besoin de kiné, et dans mon village, dans les villages alentours, il y a un seul kiné et ce kiné-là il bosse comme ça. Donc en fait, soit on suit ses soins et on s'adapte à ce qu'il fait et à sa façon de pratiquer aussi, combien de temps il prend les gens en séance, etc. Est-ce qu'il fait des domiciles ou pas. Soit je m'adapte, soit j'ai pas de kiné du tout. C'est aussi un peu, dans l'autre sens, c'est aussi valable
Enfin, moi, j'ai des gens de ma famille qui habitent pour le coup vraiment dans des petits villages, etc., qui auraient besoin de kiné. Et parfois, les pratiques de la personne ne leur conviennent pas ou ça coïncide pas. Et en fait, par définition, ils vont arrêter les soins si ça convient pas de toute façon. Donc, le but, c'est de trouver un terrain d'entente au mieux et de faire avec ce qu'on a. Mais c'est valable dans les deux sens. C'est bien sûr valable pour le pro de s'adapter au patient, mais également dans le sens inverse. Je trouve qu'un patient qui a de fortes attentes positives sur un traitement va probablement conforter son choix, biais de confirmation, pour aller dans son sens. Donc plus difficile d'argumenter en faveur d'un changement de traitement après avoir vécu son expérience positive. Donc c'est pour répondre un petit peu avec la stratégie, je disais, on va essayer, que toi aussi t'as dit, on essaye, on voit. Ouais, tout à fait. Et du coup, j'ai envie de dire que si le patient, il va mieux, on n'a pas besoin de trop se casser la tête, s'il va mieux, il faut avoir des critères objectifs, genre par exemple, tu utilises une PSFS, une Patient Specific Functional Scale, et tu regardes si ces objectifs, ils s'améliorent. Et si ça améliore pour de vrai et que c'est durable, il n'y a pas de raison de dire merde, il est perturbé, il fait une biais de confirmation, vu qu'il s'améliore pour de vrai. Par contre, si tu vois qu'en fait il s'améliore puis ça ne dure pas et tout ça, là tu peux toujours revenir sur ton échelle et dire vous voyez, en fait vous avez une amélioration, mais ça n'a pas duré. Donc finalement le traitement il fonctionne pas. Je peux vous proposer qu'on essaye d'autres choses qui fonctionnent plus. Et si ça marche pas, écoutez, on pourra toujours revenir vers ça, on sait que ça marche au moins à court terme. Oui, et puis sensibiliser aussi les patients. Alors là, on tombe un peu dans le versant éducation, qui est toujours un peu descendant, sur aussi le fait que notre rôle en tant que professionnel de santé, c'est bien d'accompagner la personne vers l'amélioration et vers la prise en charge plus autonome et la connaissance d'infos pour prendre en soin son propre problème. Et qu'on n'a pas non plus vocation à garder les gens en séance pendant des années, quelle que soit la pathologie, ou alors c'est des stages réguliers pour des pathos plus chroniques, etc. Mais on n'a pas non plus vocation à ce que le patient revienne et qu'on lui fasse son massage une fois par semaine, parce que c'est grâce à ça qu'il se sent bien et qu'il est dépendant de la relation de soins, et que le jour où il part en vacances 3 semaines et qu'il arrête, il est en difficulté. Et ça, c'est aussi une vision du soin qui, bien sûr, est orientée sur déjà nous-mêmes, sur le renouvellement de notre patientèle, mais avant tout orientée sur la santé publique, parce que notre rôle en tant que rééducateur, c'est quand même donner les clés au patient pour qu'il puisse se prendre en soin de lui-même. Et s'il n'est pas en capacité de reproduire ce qu'on lui a montré chez lui tout seul, c'est quand même problématique à terme pour le système de santé et pour nous et pour notre patientèle, quoi. Sinon, ça accumule et au bout d'un moment, c'est ce qui arrive à plein de gens. Le kiné, il est full. Ça fait 3 ans qu'il a le même emploi du temps. Bon, super, mais en fait, c'est quand même pas le rôle qu'on a en termes d'acteurs de santé publique non plus. Et du coup, pour répondre à Dandéaxis, je sais pas si tu arrives à lire, là, vu que j'ai augmenté un peu la taille. Ah ouais, non, pas du tout, vraiment pas. Hein. Ouais, ok, c'est Mais cool. je fais même pas l'effort, quoi. Vraiment, c'est du caractère 0,3. Hein. Ok. Toujours est-il que, pour répondre à... Ça n'était pas durable et dépendant du thérapeute dans mon exemple, du coup, moi, je te répondrais, dans ce cas-là, effectivement, en fait, c'est pas grave. Le patient, il est conforté dans ses croyances dans tous les cas, c'est pas grave. Tu dis, écoutez, on a vu que vous avez ces croyances-là. C'est objectif que vous améliorez pas, on passe à autre chose. Si vous voulez pas passer à autre chose, écoutez, je pense qu'on peut pas continuer ensemble. Parce que là, c'est objectif que vous améliorez pas. Donc, si vous améliorez pas, je peux pas continuer à faire un soin qui, en plus, pèse sur la finance publique pour des trucs que je vois, auxquels je crois pas et qui objectivement fonctionnent pas, quoi. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, Anto, c'est l'histoire de parler des croyances avec les confrères, avec les étudiants et le principe de violation des croyances. Je pense que c'est intéressant qu'on en parle avant de terminer. Ouais, vas-y, du coup, on parle de ça, et puis il y avait un autre truc, mais qui est connexe, et donc j'aimerais en parler aussi. Est-ce que c'était plus en lien et que tu veux le dire avant ? Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est parler du fait que corriger, entre guillemets, en tout cas, essayer de s'occuper des croyances des patients, même si ça fonctionne pas sur le patient. En fait, est-ce que ça crée pas un truc qui fait que ce sera plus facile, par biais de familiarité, pour que le patient il y croit plus derrière, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, faut que le patient il soit exposé au moins une fois à l'information, pour que derrière, quand il sera réexposé à l'information, il y croit plus facilement. Genre, par exemple, dire on peut plier le dos. Si le patient il l'a jamais vu et qu'on est le premier à le dire, il va pas y croire. Mais si on lui a dit, et que derrière, il voit un autre kiné qui lui dit ça, puis un ostéo, puis il voit ça sur Instagram, et du coup, ça va être plus facile pour lui d'y croire s'il a déjà été exposé une première fois à ça. Le biais de familiarité, c'est énormément employé dans la publicité, dans le marketing, il faut le savoir quand même, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais pas que. Parce qu'il y a une corrélation forte entre plus on est exposé, par exemple, à un produit, à la promotion d'un produit, à une info, etc., plus on va avoir tendance à l'acheter. Et alors là, c'est pour du profit, etc., c'est complètement autre chose.
Mais toujours est-il que plus on est familier à une info, plus on l'a entendue souvent, plus en fait après elle va faire partie de notre cadre, de notre normalité, et plus on va être amené à y adhérer facilement. Et ça, c'est vrai que c'est important dans un cadre vertueux, évidemment, pas dans le cadre de publicité, mais faire la promotion d'un comportement en disant, vous savez, ce comportement, il existe, plier le dos, c'est possible, on le fait en soins, ça permet de rééduquer, etc. Si c'est pas nous, eh ben, peut-être qu'effectivement, ça plante une petite graine et que la fois d'après, ou plusieurs mois, plusieurs années après avec un autre soignant, ça, ça permettra des résultats. Et ça, là-dessus, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir déjà vécu. Toutes les fois où on a été dans des cabinets à plusieurs ou alors avec des confrères et consoeurs qui étaient pas loin, et on a instillé une petite info. Ah oui, vous savez, plier le dos, c'est pas un problème, justement, c'est une technique de soin, ça vous aide, etc. Blabla. Le patient hyper sceptique, c'est compliqué. Ah oui, d'accord. Ah, vous pensez, ah ok. Très ambivalent et machin. Bon, finalement, la relation de soins continue pas pour X raisons. On le confie au confrère d'à côté. Et le confrère d'à côté, on l'a briefé, il est d'accord avec nous, il va dire exactement la même chose. Et là, magie, nous, on a passé 10 séances à essayer de convaincre le patient, à lui parler des choses et machin et machin. Et l'autre confrère qui dit exactement la même chose, en une séance, il lui dit la même chose et le patient adhère directement. Oh oui, d'accord, ok. Ça fait plusieurs fois que je l'entends, je suis d'accord, on va essayer. Et nous, c'est hyper frustrant, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche. C'est l'effet de simple exposition, du coup. Ouais, tout à fait, mais c'est aussi la familiarité. Hein. Ouais. Franchement, c'est vrai que c'est frustrant des fois, mais pour le coup, ça s'explique très très bien. Hein. C'est une question de ah bah ok, bah tous les deux, ils sont d'accord, le patient se dit ils se sont pas parlé entre eux. Spoiler si, mais bon, il n'est pas obligé de le savoir. Ils se sont pas parlé entre eux, ils ont le même discours. Ah bah tiens, bah peut-être qu'effectivement c'est ce que pensent les kinés, donc je vais essayer d'y adhérer et je vais voir ce que ça donne. Il y a Margot qui nous dit il me semble que nos propres croyances en tant que thérapeute peuvent influencer l'effet du traitement. Bien sûr, ah bah, évidemment. Alors du coup, j'ai des données contradictoires moi, sur le sujet. C'est-à-dire que on a une étude de 2017 sur l'équipoise clinique, et du coup, quand on croit que tous les traitements ils sont pas aussi efficaces les uns que les autres, eh ben, ils sont pas aussi efficaces les uns que les autres. Les traitements qu'on préfère, ils fonctionnent mieux. Mais du coup, cette étude-là, il n'y avait pas assez de diversité dans les croyances des thérapeutes pour qu'on puisse vraiment vérifier si ça venait des croyances ou pas des traitements employés, tout ça. Et du coup, il y a une étude de Chen en 2019 sur le placebo socialement transmis. J'en ai parlé dans un live il n'y a pas si longtemps que ça. Où du coup, en gros, quand on faisait croire aux gens qu'il y avait une crème placebo qui était en fait plus efficace que l'autre crème, alors qu'en fait c'était exactement la même, et ben du coup, quand il la redonnait à quelqu'un d'autre, en faisant semblant d'être thérapeute, avec un script préfet, et ben les gens, ils avaient quand même plus d'effet de la crème efficace, alors qu'en réalité, c'était la même crème et qu'il n'y en avait pas une qui était plus efficace que l'autre, elles étaient toutes les deux placebo. Et donc, on pouvait transmettre, sans rien dire de particulier, socialement du placebo. Sauf qu'il y a une étude récente, et je pense que c'est pas tout à fait la même chose, donc je vais essayer de faire la nuance. C'est Nudelman 2025, donc c'est vraiment tout récent. C'est Tamar Pincus qui a fait la deuxième. Les croyances des thérapeutes ont très peu d'influence dans les résultats des patients, alors que les croyances des patients, ça a une influence de malade. Et donc, du coup, c'est parce que aussi, c'était les croyances genre sur la fragilité et tout ça, pas les attentes. Et donc, je pense qu'il faut différencier les différents types de croyances. On peut croire que, par exemple, le dos, c'est fragile et tout ça, et finalement, avoir des bonnes attentes envers l'effet d'exercice, puisque l'exercice va avoir un effet pour renforcer le dos, entre guillemets. Alors que, du coup, c'est une croyance de crotte. Alors, du coup, on me demande c'est quoi l'étude de Tamar Pincus. Tamar Pincus, c'est le deuxième auteur. Le premier auteur, c'est Nudelman, et Nudelman, Association between Physical Therapist Attitude and Beliefs and the Functional Outcome of Patients with Low Back Pain. Je pense que ça démontre ce en quoi ça confirme cette histoire de si les croyances des thérapeutes ont assez peu d'influence sur les résultats pour les patients, c'est quand même que le patient, je vais être un peu cru, il s'en fout de ce qu'on dit, en fait. Lui, ce qui lui importe, c'est quand même ce qu'il ressent, ce qu'il croit, et ce vers quoi il va. L'information, et c'est quand même un gros problème qu'on a aussi, pas qu'en soins, hein, c'est aussi le cas, moi qui ai fait de la santé publique, c'est quand même vraiment un problème. L'information, c'est chouette, hein, ça va rester quelques jours, quelques semaines, etc. Mais c'est très très rapidement oublié. Ce qui importe dans l'histoire, c'est le changement de comportement. C'est la fin de ce 7e épisode de Talkin' Moutarde. Le 8e épisode sera un peu plus court et arrivera mercredi 5 mars. Avant celui-ci, je vous partagerai la rediffusion de mon live sur le thème de
comment faire mieux pour le traitement de la douleur que les thérapies utilisées dans les études. Je suis enthousiaste sur celui-ci et j'espère que vous serez nombreux à l'écouter. A bientôt et épicez-vous bien.